à tous, soyez les bienvenus sur RCJ 94.8 à Paris et dans toute l'Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble des radios juives de France. À suivre, édition spéciale commémoration des attentats de Toulouse. RCJ, il est 11h. Attentats de Toulouse et Montauban, 10 ans après. Semaine spéciale sur RCJ. Myriam Monsonego, 8 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, Harry Sandler, 6 ans, Jonathan Sandler, 30 ans, Abel Chenou, 26 ans, Mohamed Le Gouad, 24 ans, Imad Ibn Zaten, 30 ans. 10 ans après Toulouse, Montauban, la communauté juive et la France entière se souvient de ces visages d'enfants, de rabbins, de militaires victimes de la barbarie islamiste. Émission spéciale sur RCJ aujourd'hui. Églantine Delalleux et Laurence Goldman sont à Toulouse pour vous faire vivre cette journée de souvenirs et de recueillement. Emmanuel Macron, son homologue israélien Yitzhak Herzog ou encore Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande, tous ont fait le déplacement pour honorer la mémoire des victimes de ces crimes annonciateurs de jours sombres pour la France. Tout au long de cette heure, vous entendrez des témoignages pris ce matin et diffusés tout au long de la semaine également sur notre antenne. Nous serons en direct de Toulouse, au cœur de ces commémorations, avec la communauté toulousaine frappée de plein fouet. C'était il y a 10 ans. Avant de rejoindre Églantine Delalleux et Laurence Goldman à Toulouse, je vous propose de réécouter un témoignage glaçant. C'était sur cette antenne le 19 mars 2012. En fait, c'est un motard qui arrivait devant l'école, un motard avec une combinaison toute noire, avec un casque blanc. Il était entièrement recouvert. On voyait que ses yeux, seulement que ses yeux. Et il est arrivé, il a sorti une mitraillette, il a tiré il a fait une rafale sur tout ce qu'il voyait, il tirait sur tout ce qui bougeait. Il y avait le Rav Sander, un Rav de l'école, un Rav qui faisait des cours de Kodesh. Il était là et il s'est protégé son fils. Il avait un fils dans les bras, il a fait courir son fils dans l'entrée. Il y avait le portail qui était ouvert parce qu'une voiture est rentrée à ce moment. Et le fils et la fille du Rav Sander et la fille du Rav de la synagogue de l'école, la fille de Rav Montenegro qui a 8 ans et le petit qui a je sais pas quel âge son nom, il est vraiment petit, 6 ans, il a 6 ans. Ils se sont fait tirer dessus. On est sortis de la synagogue, on les a vus comme ça, allongés par terre, ils baignaient dans le sang. Et le Rav Sander, il était dehors, la police elle arrivait vraiment pas beaucoup de temps après. Et ils ont essayé. Il y a un élève qui est sorti, qui a fait un acte vraiment héroïque, qui est sorti quand il tirait encore l'homme. Et il a pris l'enfant, il a évité quelques balles, il a pris l'enfant, il l'a rentré à l'intérieur, ils ont fait des massages cardiaques aux 2 enfants. Et dès qu'on arrive en masse, le motard il est parti. Et en fait, en même temps, il y a des élèves, des externes, ça veut dire des gens qui sont pas dans l'école, qui sont arrivés. Et apparemment, ils ont essayé de se réfugier dans une rue à côté, une rue qui était à côté parce qu'ils ont vu le motard. Ils ont essayé de se réfugier. Ils sont rentrés dans une maison. Les gens leur ont dit clairement dégagez de la maison, dégagez. Ils les ont sortis de la maison. Et nous, on est arrivés, voilà. Après, ils ont recueilli tout le monde, ils ont pris tous les élèves, ils ont fait l'appel, ils ont mis tous les élèves dans la même salle. Et voilà, c'est tout. Il y a un élève, j'ai oublié de vous dire, il y a un élève aussi, un élève de Zeratora, un interne, qui habite à Nice. Il s'est pris une balle dans le bras. Et un autre élève l'a pris et l'a ramené directement dans l'internat. On a essayé de le ranimer et tout. Le SAMU est arrivé, ils l'ont pris. Et là, il est en train de se faire opérer en fait. Il est en train de retirer une balle profonde dans le bras. Toi, tu étais où au moment des faits, Menachem? T'étais dans la synagogue? T'étais déjà rentré dans l'école? Moi, j'étais dans la synagogue, j'étais en train de mettre les tefilines. Ouais. Et en fait, il y a la CPE qui rentre dans le couloir de la synagogue, qui commence à crier ne bougez pas, restez ici. On entend des coups de feu et tout ça. Et apparemment, la CPE, elle s'est sauvée tout parce que la CPE, elle a pris des élèves, elle s'est sauvée directement. Et un élève qui a été touché, et un autre élève est revenu le prendre et il est parti avec. Un élève qui s'appelle David, il est revenu le prendre. Et il a pris, il est revenu avec, il est revenu à l'internat, il a ramené, il a passé l'élève en lui-même, il l'a passé, et l'élève, il était très très mal, il allait tomber dans les pommes et tout ça, et il vient me voir, et il commence à me parler, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout, il me crache du sang sur moi, et là ils ont animé, tous les parents sont venus chercher leur enfant parce que c'était vraiment une catastrophe. La police est arrivée sur scène, ils ont pris la scène, ils se sont installés au milieu de l'école, ils ont ramassé les balles, ils ont fait la scène de crime.
Voilà pour ce témoignage glaçant de Menachem. C'était il y a 10 ans, tout juste au micro de Sandrine Seban sur RCJ. Vous écoutez RCJ, édition spéciale consacrée aux commémorations des attentats de Toulouse 10 ans après. Dans un instant, on prendra la direction de l'école Hortora, renommée, effectivement, c'était Ozaratora, renommée depuis Hortora. On rejoindra sur place Églantine Delalleux. Victor Vince, directeur général du MDA France. Le Magen David Adom dédie son appel de Pourim aux réfugiés ukrainiens. En Israël, nous préparons leur accueil, logement, nourriture et supervision médicale. En Ukraine, nous montons un hôpital de campagne. Nos volontaires sont mobilisés par milliers dans le cadre de cette mission humanitaire inédite. Face à cette situation d'urgence extrême, nous avons besoin de vous. Don en ligne, mda-france.org. Don par chèque, MDA France, 40 rue de Liège, 75 008, Paris. Rendez-vous le 22 mars à 19h30 au pavillon d'Armenonville pour le grand dîner de gala du Fonds social juif unifié. Rachel Kahn, Richard Malka, Philippe Val, Francis Huster, Émilie Fraîche, Robert Lamias et bien d'autres écrivains seront à nos côtés pour ensemble écrire la solidarité, avec la participation exceptionnelle de Daniel Lévy. Dîner en faveur des actions du FSJU en France, en Israël et pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Réservez très vite 01 42 17 10 08, 01 42 17 10 08 ou sur fsju.org. Attentat de Toulouse et Montauban, 10 ans après. Semaine spéciale sur RCJ. Édition spéciale ce matin sur RCJ consacrée aux commémorations des attentats de Toulouse. Une partie de la rédaction est sur place. Bonjour Églantine Delalleux. Bonjour Rudy Saada. Une cérémonie a lieu en ce moment même en petit comité en présence d'anciens élèves et aussi de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Oui, je me trouve actuellement à l'école Hortora où la cérémonie a commencé il y a maintenant 20 minutes. C'est une cérémonie très intime avec environ 200 personnes, dont des anciens élèves, parents d'élèves ou encore le corps enseignant, en mémoire des victimes Jonathan Sandler, Arié Sandler, Gabriel Sandler et Myriam Monsonego. 5 personnes sont en train de prendre la parole. Un ancien parent d'élève, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et 3 anciens élèves dont Ava. Elle a aujourd'hui 18 ans et était une très bonne amie de Myriam Monsonego. Voilà 10 ans. 10 ans de ton absence. 10 ans de solitude, 10 ans d'amertume. Myriam, toi, mon amie, cela fait 10 ans que tu as été arrachée à l'affection de tes parents, de ta famille. Nous voilà réunis, aujourd'hui, ici, pour réouvrir la plus douloureuse page de l'histoire, de notre histoire, dans ce lieu si symbolique pour honorer ta mémoire, dans ce lieu de vie, cette cour d'école qui t'a vu grandir, jouer, apprendre. Mais ces 10 années qui viennent de passer ne veulent rien dire. Les cicatrices demeurent, la blessure vit au fond du cœur, elle est indélébile et éternelle. Depuis ce jour glacial du 19 mars, où tout s'est arrêté, où notre monde s'est effondré, une seule question persiste et me hante. Comment vivre sans toi ? Je l'ai fait en me réfugiant, en enfermant au fond de mon cœur un écrin dans lequel j'y range notre jardin secret, nos souvenirs et notre belle amitié. Rien n'est plus vivant que le souvenir. Aujourd'hui, plus qu'un autre jour, j'ouvre cet écrin et la nostalgie et l'amertume ressurgissent. Quelle jeune femme de 18 ans serais-tu aujourd'hui, à cet âge si symbolique qui est celui de l'indépendance, de la réalisation de ses projets, de la liberté. Toi, tu voulais être enseignante, danseuse ou médecin. Je me souviens de ton rire, de ta voix, de ton regard, ces sens qui demeurent à travers le temps et qui ne vieillissent jamais. Je me souviens de ta force, de ta foi, de la bienveillance à l'égard de tes camarades, avec l'humilité des plus grandes. Je nous revois, il y a 10 ans, entrant dans cette cour d'école, cette cour qui semblait immense à nos regards d'enfants. Nous déambulions le long des couloirs, nous entrions dans les classes pour jouer qui serait le professeur, qui serait l'élève. Je nous revois, les jours de fête, courant dans la synagogue, attraper les bonbons le jour de Simchat Torah. Je nous revois lors des fêtes de Pourim, de retour du Gan Rashi, affichant fièrement nos costumes, courir dans le gymnase, sauter sur les châteaux gonflables.
Je te revois, entrer dans le bureau de ton papa et me souffler à l'oreille « Oui, oui, tu peux venir avec moi ». Je l'ai franchi souvent cette porte durant ma scolarité, ces 10 années qui ont suivi. En franchissant la porte, j'avais toujours une pensée pour toi. Merci Monsieur Monsonego, merci Yafa, de faire vivre l'école et d'avoir permis à tant d'élèves de s'épanouir, de réussir leur vie professionnelle, personnelle, de devenir des hommes, des femmes, tout en faisant vivre la mémoire de Myriam. Myriam, serre-moi fort dans tes bras. Enveloppe-moi de ta délicatesse et de ta foi. Aujourd'hui, me voilà au pied de cet arbre de vie, devant tes amis, tes parents, ta famille. Je referme cet écrin que j'enveloppe de ma tendresse pour laisser place à la vie et promets de le garder au fond de mon cœur pour toutes les décennies à venir. Voilà donc pour ce témoignage très touchant, ces mots de Ava à son amie Myriam Monsonego, assassinée il y a 10 ans sauvagement à Toulouse. Des mots qui viennent d'être prononcés donc dans cette cérémonie qu'Églantine Delalleux suit actuellement pour RCJ. Et puis peu avant le début de cette cérémonie, celui qui était Premier ministre en mars 2012 s'est confié au micro de Laurence Goldman. Je vous propose d'écouter Manuel Valls. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, en quelques mots, le sens de votre présence ici à Toulouse. C'est se rappeler, parce qu'il faut entretenir en permanence la mémoire sur ce qui s'est passé il y a 10 ans dans cette école. J'accompagnais François Hollande, qui n'était à ce moment-là que candidat à la présidence de la République. Et nous étions ici dans cette école quelques heures après ce terrible attentat. Et moi je considère qu'au-delà de la lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme, contre l'islam politique, il faut aussi être auprès de ceux et de celles qui ont été victimes du terrorisme, qui ont connu de près ou de loin ce qui s'est passé ici dans cette école à Toulouse il y a 10 ans, se rappeler sans cesse. Pour des raisons profondément humaines d'abord, parce que la mémoire et l'actualité effacent tout, et aussi parce qu'en entretenant cette mémoire et cette flamme, cela nous permet également de mieux comprendre combien le danger de l'islamisme, de l'antisémitisme sont encore présents en France et dans le monde. Voilà, donc il y a aussi une part très personnelle, très intime, qui me lie à la famille Monsonego comme à la famille Sandler, et il y a aussi la nécessité de poursuivre le combat. Vous n'étiez pas Premier ministre à l'époque, c'était le président Sarkozy qui était à l'Élysée. Vous êtes devenu ensuite un proche de la famille Monsonego. Comment s'est fait cette rencontre ? Parce que ce sont des gens admirables. Souvent d'ailleurs, les victimes du terrorisme qui connaissent pourtant des drames qu'on n'imagine pas nous connaître. Perdre un enfant dans ces conditions qui plus est, on aurait envie au fond de tout rejeter. Non, l'humanité de cette famille nous avait beaucoup rapprochés. Moi j'essayais d'être toujours proche de ces victimes, d'être aussi évidemment aux côtés des Français juifs, parce qu'ils étaient victimes de cet antisémitisme insupportable. Il m'a demandé, qui plus est, de lui remettre la Légion d'honneur. C'était une cérémonie magnifique à l'hôtel de Matignon et dans ses jardins. Puis à chaque fois que j'ai pu le rencontrer ici à Toulouse, malgré sa discrétion, je l'ai fait. Dans la vie, au fond, dans une vie politique, dans une vie de responsabilité, vous vous demandez, au fond, quelle trace vous laissez. Moi, je veux en tout cas garder ce lien humain, parce que j'ai aussi beaucoup appris à leur côté. Vous allez prendre la parole d'ici quelques minutes lors de cette cérémonie très intime de ce matin. Quel message vous portez aujourd'hui, Manuel Valls ? D'abord celui de la mémoire, bien sûr, qui ne peut pas s'effacer. Ici, il y a eu un acte terroriste, mais on a aussi voulu s'attaquer à une école, c'est-à-dire à la transmission du savoir et des valeurs. Et cette école, elle est là. Il y a tous ces anciens élèves qui sont parmi nous et qui ont eu ensuite des études brillantes. Donc ça montre que cette école, elle joue et elle jouera toujours ce rôle. Et puis rappeler que pour moi, le combat de ma vie, c'est la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte contre cette matrice du djihadisme, contre le mal qui ronge encore notre société. On l'a vu avec toute cette période liée au Covid, combien toutes ces thèses complotistes et antisémites retrouvaient une certaine vigueur. Donc il faut être là, voilà. Et c'est au nom du passé, mais aussi au nom du présent et de l'avenir, témoigner mon affection et mon amitié.
Une toute dernière question. Il y a 10 ans, la communauté juive s'était sentie, malgré la mobilisation des responsables politiques, assez isolée au sein de la communauté française. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses ont changé ? Elles ont changé trop tard. Elles ont vraiment commencé à changer à partir des attentats de janvier 2015 et de l'hypercacher, de la grande manifestation à Paris et partout pour la République, pour les policiers, pour les journalistes de Charlie Hebdo, pour les Français juifs. C'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience, alors qu'avant on pensait que ça n'était qu'un problème des juifs, alors que l'antisémitisme, les actes anti-juifs, comme d'ailleurs la haine d'Israël, l'antisionisme qui n'est que de l'antisémitisme, comme si cela n'était que l'affaire des juifs. Non, c'est l'affaire de tous les Français. Merci Manuel. Voilà, Manuel Valls au micro de Laurence Goldman. Vous aurez corrigé, il n'était effectivement pas Premier ministre en mars 2012, il l'était pour les attentats de 2015. On va retrouver Églantine Delalleux qui suit donc cette cérémonie au cours de laquelle Manuel Valls justement doit s'exprimer. Ensuite, après cette cérémonie, Églantine, comment va se dérouler toute cette journée de commémoration à Toulouse ? Alors, à partir de 15h, le président français Emmanuel Macron et le président israélien Yitzhak Herzog vont se rendre à l'école Or Torah pour déposer une gerbe dans la cour, au pied de l'arbre de vie, un monument en hommage aux victimes. Les deux présidents auront ensuite un temps d'échange à huis clos avec le directeur de l'école, Yaakov Monsonego, et son épouse Yafa. Ils ont perdu leur petite fille Myriam, 8 ans, ce macabre jour du 19 mars 2012. Viendra ensuite le temps des discours. Le président israélien va s'exprimer un peu avant le président français, Yitzhak Herzog, qui d'ailleurs a publié dans Le Monde une tribune appelant à l'union contre l'antisémitisme. Et plusieurs textes vont être lus par les proches des victimes, puis le président de l'État d'Israël et le président de la République prononceront des discours vers 17h30. Leur présence conjointe entend marquer l'amitié qui lie la France et Israël, ainsi que la volonté de poursuivre la lutte commune contre le terrorisme et l'antisémitisme. C'est ce qu'a déclaré l'Élysée. Les présidents français et israéliens, chacun accompagné de leur épouse, dîneront ensuite ensemble ce soir au palais de l'Élysée. Merci Églantine Delalleux. On vous retrouvera pour un nouveau point un peu plus tard dans cette heure. À noter également que la communauté de Toulouse a voulu que cette journée du souvenir soit une journée de réflexion et de débat. Il y en aura des débats en fin d'après-midi autour de la laïcité avec des intellectuels comme Marie Calter, Bernard-Henri Lévy, Rachel Kahn ou encore Caroline Forest. On va maintenant écouter un autre témoignage, celui de Pierre Lasserie. Il est le président de l'association des parents d'élèves de l'école Or Torah. Il était ce matin au micro de Laurence Goldman. Pierre Lasserie, président de l'association des parents d'élèves de l'école Or Torah de Toulouse. Vos enfants étaient scolarisés dans cette école le 29 mars 2012. Quel souvenir conservez-vous de cette journée ? Une de mes filles était scolarisée ici. Alors j'en conserve un souvenir à la fois plein d'émotions évidemment comme tout le monde, mais j'ai vécu des moments horribles avec un certain sang-froid parce que j'ai été plongé tout de suite dedans. J'ai déposé une de mes filles, puis j'ai continué ma route avec l'autre et Clara m'a téléphoné en me disant on nous tire dessus. Et tout de suite on a été plongé dans ce bain et on est arrivé on a vu tout de suite les corps sur le trottoir du papa et d'un de ses enfants, puis dans la cour, la suite de ces visions d'horreur. Ensuite, penser à s'occuper des enfants qui étaient mis à l'abri, en sûreté, au premier étage de la synagogue. Et puis les filles, à qui j'ai demandé de faire l'appel, de noter leurs noms, de faire une liste pour voir qui manquait, qui était là et qui manquait. Pareil pour les garçons qui étaient dans le réfectoire, et puis voilà, aller d'un lieu à l'autre, essayer d'aider, essayer de se rendre utile, voilà, ce que j'en garde comme souvenir. Et puis un profond sentiment d'horreur, de culpabilité d'avoir... quand on est parent, on se sent tout de suite coupable quand il arrive quelque chose à un enfant, tout de suite. Voilà, cette culpabilité, cette empathie, cette empathie terrible pour Yaakov Monsonego, mon ami de 25 ans que j'ai vu comme ça dans cette détresse ineffable. Voilà, c'est complètement impossible de raconter en quelques mots une journée comme ça. Là, voilà, c'était
c'est inoubliable et à la fois on arrive à l'oublier parce que la vie prend le dessus et quand on replonge dans nos souvenirs parce que c'est les commémorations ou bien parce qu'il y a eu un autre attentat, parce qu'il y en a eu bien trop depuis. Donc on vit comme ça entre des liens de mémoire, d'oubli, d'émotion et on ne pourra jamais oublier. On sait que la communauté juive nationale, mais plus spécifiquement bien sûr celle de Toulouse, a été profondément bouleversée et choquée et marquée par cet attentat. Une partie des juifs de Toulouse d'ailleurs ont quitté la ville pour Israël ou pour d'autres pays. En tant que responsable de l'association des parents d'élèves de cette école, que dites-vous aux familles qui sont restées à Toulouse aujourd'hui ? Les familles qui sont restées à Toulouse, je leur dis toute mon admiration et tout mon respect. Autant j'ai du respect pour les familles qui sont parties, je respecte leur choix. Autant j'ai au moins autant de respect pour ceux qui sont restés, j'en fais partie. Je trouve que pour nous qui sommes nés, moi je suis né en Algérie française, beaucoup de juifs ici sont nés ailleurs, mais beaucoup aussi sont nés ici, donc on se sent français, on continue à se sentir français. Je veux pas faire de fanfaronnade. Je considère que on est français. Des attentats comme celui-là sont inexplicables, inacceptables, et il faut travailler pour contrer d'autres attentats de ce genre par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, ça veut dire que là nous sommes avec des responsables politiques ici, des hommes de pouvoir qui nous aident depuis 10 ans. Mais il y a aussi un travail de fond à faire, un travail pour lutter contre l'obscurantisme, contre ces idéologies mortifères. Donc ce travail-là, il faut le faire ensemble et il faut rester debout. On se sent français, on reste en France. Ceux qui n'en peuvent plus, je comprends très bien. Et puis il y a aussi ceux qui ont envie de faire leur alia. Et ça, c'est aussi respectable que de partir. Je pense que personne n'est parti la peur au ventre. Ceux qui sont partis ont dit... Nous voilà, on ne veut pas mettre en danger la vie de nos enfants et ça, on le comprend. Moi le premier, et c'est un sentiment que j'ai ressenti, j'ai pas envie de mettre en danger la vie de mes enfants, mais je suis français et j'ai envie de rester en France. Une dernière question, les présidents français et israéliens, Emmanuel Macron et Yitzhak Herzog, seront là cet après-midi. Ils viendront d'abord à l'école avant de se rendre à la cérémonie officielle de la Halle aux Grains. Qu'attendez-vous ? Quel est le symbole de cette double présence ? Pour nous, c'est un signal fort. Ça veut dire que les crimes qui ont été commis dans cette école, comme les crimes qui ont été commis à Toulouse et Montauban sur les soldats, que je n'oublie évidemment pas, que personne n'oublie, ces crimes-là, et ceux de l'école évidemment, sont des crimes qui méritent une attention nationale, voire internationale. On l'a senti quand ça a eu lieu il y a 10 ans, on s'en souvient. On se souvient du nombre de chaînes de télévision internationales qui étaient ici. Le fait que les deux présidents soient là, c'est un signal fort. Ça veut dire on ne vous oublie pas, on est auprès de vous, on va continuer à travailler avec vous vers quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais quelque chose qui puisse pallier ce genre de risque. Et et on est tous quelque part sensibles à leur présence. Voilà, ces deux présidents, le président d'Israël et le président français à nos côtés, bien sûr que ça fait chaud au cœur, ça fait du baume au cœur, et on est très heureux de les recevoir. On sent bien que ça manifeste un vrai désir profond de lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Vous savez, en France, on a une vieille rancune avec l'antisémitisme, on a un vieil antisémitisme, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi l'antisémitisme qui vient du transfert du conflit israélo-palestinien, qui continue à mijoter là, dans certaines marmites politiques. Et puis il y a cet antisémitisme qui tue, celui des islamistes. Donc on a ces trois antisémitismes, le vieil antisémitisme français, et ces trois-là, c'est avec des gens comme le président de la République, avec des gens comme un président de l'État d'Israël qui vient et qui montre que l'État d'Israël n'est pas l'État que l'on dit, souvent, avec toute la désinformation que vous êtes bien placé pour connaître. Donc tout ça, c'est des signes importants. Et ce n'est pas que des signes, c'est aussi le début d'un travail, le début d'une mise en œuvre, voilà, de quelque chose de positif, j'espère. Voilà donc pour cette interview signée Laurence Goldman de Pierre Lasserie, président de l'association des parents d'élèves de l'école Hors Torah. Nous sommes justement avec vous, Laurence Goldman, bonjour.
Oui, bonjour Rudy. Vous couvrez donc cette journée du souvenir avec Églantine Delalleux à Toulouse. Laurence, on vient de l'entendre, c'est une communauté meurtrie. On l'a beaucoup dit cette semaine. Est-ce qu'elle a perdu son innocence? Est-ce que vous avez ce sentiment? Je dirais pas qu'elle a perdu son innocence, mais c'est bien évidemment une communauté meurtrie, marquée à jamais par la tragédie qui s'est produite ici dans l'enceinte de cette école Hors-Torah il y a tout juste 10 ans, le 29 mars 2012, peu avant 8 heures du matin. La cérémonie à laquelle nous assistons est une cérémonie privée, une cérémonie intime à laquelle n'insistent que les anciens élèves, leurs familles et les élèves d'aujourd'hui, les professeurs, mais aussi les personnalités de la communauté juive de Toulouse, le président du Fonds social, le président du CRIF, des rabbins également proches du Rav Monsonego, le président de l'école, et puis Manuel Valls, que vous avez entendu il y a quelques instants, et qui accompagne le Rav Monsonego et son épouse Yafa depuis son entrée en fonction. Il les a rencontrés en 2012 lors de la première cérémonie. Il accompagnait alors François Hollande qui était candidat à la présidentielle, puisque nous étions à quelques semaines tout juste, comme aujourd'hui, du scrutin présidentiel. Ce matin, allez-y. Ce matin, environ 200 personnes sont rassemblées dans la cour de l'école. Il y a un petit rayon de soleil, mais beaucoup de vent. Les gens sont serrés les uns contre les autres. Ils sont recueillis. Certains filment la cérémonie. Beaucoup d'émotions, bien sûr, en écoutant les différentes personnes qui ont pris la parole. Tout d'abord, le président de l'association des parents d'élèves, Pierre Lasserie, il était déjà à ce poste il y a 10 ans. Il avait une fille scolarisée à l'école Hors-Torah, comme elle s'appelle désormais. La cérémonie s'est tenue et se tient toujours. Elle est sur le point de s'achever devant l'arbre de vie qui rend hommage aux victimes de l'attentat. Je rappelle leur nom, Rudy, vous le savez, c'est important. Myriam Monsonego, 8 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, Arié Sandler, 6 ans, et leur papa qui était enseignant dans l'école, Jonathan Sandler, il avait 30 ans. Alors, Laurence Goldman, Églantine a décrit le déroulé de cette journée avec le président français et le président israélien qui s'exprimeront tout à l'heure dans une cérémonie officielle d'hommage de la nation. On a le sentiment, quand on a écouté ce témoignage bouleversant d'Ava en début d'émission, que la communauté d'Hors-Torah, les intimes, on va dire, avaient besoin justement de se retrouver en petit comité pour finalement parler à celles et ceux qui sont partis trop tôt. Oui, pour parler à ceux et celles qui sont partis trop tôt, mais également pour se retrouver parce que cette petite communauté forme une famille autour de la personne centrale du Rav Monsonego et de son épouse Yafa. D'ailleurs, les différents intervenants qui se sont exprimés ce matin, des anciens élèves, dont Jonathan Chétrit, qu'on connaît sur RCJ, puisque il est venu chez nous la semaine dernière. Il a écrit un livre pour recueillir les témoignages des élèves, des enseignants et aussi des parents. Chacun à sa manière, d'autres anciens élèves et puis une enseignante d'anglais aussi qui est dans l'école depuis 10 ans. Chacun à leur manière ont tenu à rendre hommage aux victimes qu'ils connaissaient tous très bien, puisque c'était une petite école, il y avait à peine 200 élèves. Ils forment une famille autour du Rav Monsonego qui est là dans la cour, assistant à la cérémonie aux côtés de son épouse Yafa. Tous ont rendu image à leur force, à leur dignité, à leur foi, qui ont permis à tous de tenir et de se reconstruire petit à petit après ce drame. De cette épreuve, a dit Jonathan Chétrit, de cette épreuve, nous sommes ressortis plus forts grâce à vous, même si la reconstruction a été lente et douloureuse. Nous vous devons beaucoup, a-t-il dit, s'adressant aux époux Monsonego, des sanglots dans la voix. Nous serons toujours là.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué cette semaine sur l'antenne de RCJ la solidarité, mais aussi la vivacité de cette communauté juive toulousaine. Est-ce que vous la ressentez sur place? Oui, absolument. On a eu l'occasion avec Églantine Delalleux et également Richard Audier, le directeur général du Fonds social juif unifié qui nous accompagne, de nous entretenir avec ces familles et ces élèves. Alors les anciens élèves, eh bien ils sont devenus pour beaucoup d'entre eux de jeunes adultes, mais les liens entre eux sont très forts. Ils forment une communauté très unie. Je vous l'ai dit, une famille, et c'est ça qui les aide à tenir depuis 10 ans. Chacun ici a les larmes dans les yeux et on les voit avec des mines bouleversées et recueillies. Ils se tiennent, je vous l'ai dit, les uns contre les autres dans la cour de cette école Orhana à Toulouse. Alors, on l'a dit, aux alentours de 15 heures, ce sont les présidents français et israéliens qui seront sur place pour prononcer des discours pour une cérémonie, on va dire, plus officielle. Comment justement est perçue la venue de ces deux présidents, ainsi que également le déplacement des présidents Hollande et Sarkozy? Alors, ce sont des venues qui sont attendues et qui sont saluées par les personnes présentes. C'est un double symbole. Le président de la République française, Emmanuel Macron, accompagné du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, on y voit le symbole de ce qu'est le peuple juif et de ce qu'est la communauté juive française avant tout, puisque tous les gens qui sont là ce matin, eh bien, ils ont choisi de rester ici à Toulouse, car ils sont juifs, mais ils sont avant tout des citoyens français. Et puis la présence du président de l'État d'Israël, eh bien, c'est le symbole de l'attachement, du lien qui existe, on le sait, entre notre communauté juive et l'État d'Israël. Juste une petite précision, Rudy, sur le déroulé de cette journée. Emmanuel Macron et Yitzhak Herzog vont d'abord venir à 15h se recueillir ici à Oratora devant cet arbre de ville, déposeront une gerbe. Ils auront un temps d'échange avec le Rav Yaakov Monsonego, le directeur de l'école, et son épouse Yafa. Ça sera à huis clos, une cérémonie très intime, extrêmement privée. Et ils se rendront ensuite à la Halle au Grain à 16h30 pour participer cette fois-ci à la cérémonie officielle et publique en présence, vous l'avez dit, d'anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, mais également d'anciens premiers ministres, Manuel Valls, bien sûr, Bernard Cazeneuve, et toute une série de responsables politiques de Toulouse et de la région. On annonce notamment la présence de Carole Delga, la présidente du Conseil régional d'Occitanie. Merci Laurence Goldman pour ces informations. Je rappelle que vous êtes donc à Toulouse et que vous suivez avec Églantine Delalleux cette journée d'hommage. Reportage évidemment à suivre demain matin dans la matinale, et puis on vous retrouvera en fin d'édition. Alors vous le savez, nous avons diffusé de nombreux témoignages tout au long de la semaine sur RCJ, et lundi dernier nous étions avec Franck Touboul, le président du CRIF Toulouse, et Arié Bensemoun, ancien président de la communauté juive de Toulouse et président d'Elnet désormais. Ils nous ont parlé du déni et de la solitude ressentie à l'époque par la communauté juive. On l'a dit, on va le rappeler, il y a d'abord eu vraiment l'aveuglement pendant tout ce début des années 2000, où on ne voulait pas voir que les Juifs étaient attaqués, mais que derrière les Juifs, il y avait la République, rappelez-vous, synagogue brûlée, République en danger. Et puis il y a eu, après l'attentat de Toulouse et de Montauban, contre les militaires et contre l'école juive, le déni. On ne voulait pas accepter l'idée que oui, l'assassin, c'est un islamiste, c'est un Français grandi dans l'école de la République, qui se retourne contre son pays, contre sa société, contre son peuple. Et puis est venu le temps du sursaut, c'était en 2015, et puis du combat. On voit aujourd'hui que la société française, le gouvernement, la plupart des forces vives de ce pays se battent contre l'islamisme, contre ces formes de radicalité, et d'ailleurs qui ne sont pas qu'islamistes. On voit bien que la radicalité aujourd'hui est un phénomène auquel on est confronté, mais des deux bouts de l'échiquier politique. Et puis ce combat devrait nous amener à dire qu'il y a toujours l'émotion, la douleur, la colère, il y a l'espoir. Franck Touboul, est-ce que ce déni dont parlait Georges Benayoun existe encore à Toulouse aujourd'hui, c'est-à-dire un événement qui a concerné la communauté juive mais qui n'a pas concerné tous les Toulousains? Disons que c'est difficile de l'évaluer après les attentats qui ont frappé la France entière. En tout cas, entre la période de 2012 et la période de 2015, il est évident qu'on s'est senti particulièrement seul,
Et notre émotion, notre torpeur, le traumatisme que nos enfants, que leurs parents, que notre communauté a vécu, a été partagé par, disons, peu de gens. Mais il faut admettre aussi que la sidération dans la ville durant cette période était tellement grande que chacun ensuite s'est réfugié dans sa propre famille pour essayer de gommer sa part de traumatisme, y compris comme citoyen. Et puis, il y avait une envie de ne pas croire qu'on était concerné, qu'une personne qui n'était pas juive ou qui n'était pas des quartiers, etc., n'était pas concernée. À partir de 2015, et les 4 millions de personnes descendues dans la rue partout en France et avec les attentats de Charlie, les gens ont pris conscience réellement qu'il y avait un danger. Et je pense même que les partis politiques qui n'osaient pas nommer les choses, qui n'osaient pas dire que la nouvelle menace qui frappait notre pays était l'islamisme dans sa dimension radicale, dans son endoctrinement, en se servant d'esprit faible pour fabriquer des bombes humaines, ces gens-là ont petit à petit pris conscience du danger. Mais vous dire qu'à Toulouse, nous nous sentions relativement seuls en 2012, je pense que tout le monde en a convenu. Et désormais, si j'ai souhaité qu'à Toulouse, pour ces 10 ans, il y ait cette commémoration, mais aussi ce colloque pour la première fois, c'est bien parce que c'est à Toulouse que ça a commencé. Et c'est donc pour notre part, modestement, qu'à Toulouse, nous souhaitons apporter une forme de contribution intellectuelle pour contraindre les politiques aussi à prendre conscience des défis qui nous attendent. Et on n'a pas choisi, hélas, la date de cet attentat. Mais il s'avère que c'est à 4 semaines du premier tour des élections présidentielles. Donc, il est aussi de notre responsabilité comme citoyens de faire en sorte qu'il y ait une sorte de prise de conscience collective qui parte de Toulouse, puisque c'est de Toulouse qu'est parti le début de la menace. Même si je n'oublie pas, mais dans un autre registre, la mort de Dylan Halimi qui nous a absolument traumatisés, et même celle de Sébastien Selam. Voilà donc pour ce témoignage de Franck Teboul et de Arié Bensemoun. C'était un peu plus tôt dans la semaine sur notre antenne. Vous suivez l'édition spéciale de RCJ consacrée aux commémorations des attentats de Toulouse. La rédaction est sur place et nous sommes maintenant en ligne depuis Toulouse avec Laurent Taïeb. Bonjour. Oui, bonjour Rudy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous dirigiez la cellule de crise qui avait été mise en place le soir de cet attentat. Quel souvenir vous gardez de cet effroyable 19 mars 2012 ? Souvenir, j'aurais tellement de choses à dire parce que effectivement à l'époque, vous voyez, je travaillais déjà donc au Front social, j'étais au sein de l'espace du judaïsme et quand je suis arrivé donc ce fameux matin à 8h30 qu'il y avait des cris dans tout le bâtiment, que les gens vomissaient dans les toilettes, on ne savait pas trop quelle école, si c'était 1, 2, 3 écoles de Toulouse qui avaient été touchées, les enfants des salariés étaient dedans en plus. On ne connaissait rien des victimes et en même temps on connaissait tout le monde dans cette communauté. Donc moi j'ai été immergé, parachuté en fait en tant que responsable de la cellule de crise, puisque c'est le soir même Pierre Bessénou, qui était le président à l'époque et le président de la communauté de Toulouse aussi, Arié Bensemoun, qui m'ont dit, écoute, tu dois prendre la responsabilité de la coordination de la cellule de crise communautaire. Il nous faut quelqu'un de rigoureux, qui puisse garder la tête froide. Donc voilà, ça sera toi. Et là, je ne vous cache pas qu'il a fallu que j'endosse mon costume de responsable communautaire, de militant, de professionnel. Et depuis lors, je m'étais mis en mode robot parce que c'était 3 mois ou 4 mois où il fallait finalement rassurer les gens, les informer et puis mettre en place toutes les différentes commissions qui font la cellule de crise aujourd'hui. Voilà. Alors, on l'a entendu en début d'émission avec ce témoignage enregistré il y a 10 ans tout juste de Menachem. Il y avait beaucoup de confusion, évidemment, et puis un étonnement, une sidération plutôt au moment de l'attentat. Comment ont été gérées les premières heures ? Alors les premières heures, justement, ça a été, il a fallu une fois de plus, et je le redis, rassurer les gens tout le temps. Mais la mise en place en fait d'une cellule de coordination, ce qui est d'extraordinaire dans ce protocole finalement, qui d'ailleurs un protocole qui avait été écrit et finalisé, il faut le savoir, 2 ou 3 mois avant l'attentat, donc c'était assez récent, donc à l'initiative du SPCJ, des grandes institutions. Mais la grande difficulté, effectivement, c'était de faire comprendre aux responsables communautaires, aux responsables associatifs, qu'il y avait un protocole de crise qui avait été écrit, qu'il fallait s'y référer à tout prix. Et donc, quand on a finalement
une espèce de protocole qui est écrit, on le suit, on se met on se met finalement en parallèle de tout, et puis on dit si ça a été écrit, c'est que c'est pour une raison, donc et on commence à construire en fait tout cet environnement qui va être nécessaire à la communauté, aux institutions finalement, pour pouvoir agir en fait de manière sensée. Parce que c'était ça le problème, c'est que voilà, on était tous dans un état second finalement, et on avait besoin de se raccrocher à cette cellule finalement pour pouvoir gérer toute cette émotion et toute cette douleur, et voilà. Et on a réussi à le faire, je pense, grâce à ça. On a eu la chance aussi à Toulouse on a la chance d'avoir à Toulouse des institutions qui s'entendent bien, donc parce que c'est le b.a.-ba d'une cellule de crise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens qui seront autour de la table s'entendent bien. Voilà, donc nous sommes de suite rentrés dans une rigueur de gestion, une méthodologie, et d'ailleurs sans lesquelles nous ne serions arrivés à rien du tout. Voilà, il y avait des centaines de choses à gérer. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, il fallait organiser bien sûr la prise en charge des internes, il fallait rapatrier les corps vers leur dernière demeure, il fallait s'occuper des blessés. Il y en avait un qui était à l'hôpital entre la vie et la mort. Il fallait bien sûr sécuriser les autres lieux. Il y avait le tueur qui courait toujours, dès le soir même. On s'inquiétait aussi de ça. Il fallait organiser bien sûr des cérémonies religieuses. Il fallait gérer les journalistes, les appels incessants. Voilà, en fait, c'était plein de choses à faire, et sans cette cellule de crise, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. Et voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant du fonctionnement d'une cellule de crise, mais voilà, il y a plusieurs petites commissions, des commissions de communication, des commissions de sociales, psychologiques, médicales, voilà. Et toutes ces commissions travaillent de concert pour finalement apporter la meilleure solution à tous les problèmes qui se posaient à l'époque. Laurent Tailleb, vous avez évoqué les mois qui ont suivi, vous l'avez dit, à 4 semaines d'une élection, d'un premier tour d'élection présidentielle. La France n'est pas descendue dans la rue à cette époque-là. Est-ce que dans les mois que vous avez gérés, les 3, 4, 6 mois qui ont suivi cet effroyable jour du 19 mars 2012, la communauté toulousaine s'est sentie abandonnée? Abandonné, ça serait peut-être un mot un peu fort. Je pense qu'il y a une très forte mobilisation du monde politique. De toute façon, on ne peut pas le nier. Je ne vous cache pas qu'on n'a jamais eu autant d'hommages, de manifestations, de cérémonies qui ont suivi. Donc dans les 3 mois, c'est donc avec le final, avec Benjamin Netanyahou qui était venu au mois de novembre, juste après l'attentat. Donc, mais effectivement, on pourrait dire que le monde de la rue ne s'est pas mobilisé comme on aurait pu l'imaginer. Effectivement, il y avait une marche blanche une semaine après. Et franchement, s'il y avait 5000 personnes, c'est bien, quoi. Je crois que, comme ça, de mémoire, j'essaie de me remémorer un petit peu, mais c'est vrai que dans ces moments-là, effectivement, on se sent un petit peu abandonné. Mais après, sur le plan des personnalités, et notamment des personnalités politiques, ça n'a pas manqué, effectivement. Nous avons fait des cérémonies pendant plusieurs semaines, et ça ne s'arrêtait pas, quoi. C'était, voilà. Alors, Laurent Tailleb, juste pour terminer, on l'a beaucoup entendu, cet attentat marque un séisme pour la communauté juive de Toulouse qui donc a perdu certains de ses membres depuis, qui sont partis ailleurs, en Israël notamment. Au-delà des vies de ses enfants et de ce père de famille, est-ce que c'est aussi l'insouciance de la communauté juive de Toulouse qui a été brisée ce jour-là? Oui, c'est comme ça qu'on le sent. Effectivement, je disais à l'époque, on est passé de la couleur au noir et blanc. En fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que effectivement l'insouciance, les grandes rigolades, les grandes plaisanteries, tout ça a mis du temps à revenir, oui, même si ça revient un peu, mais ce qui est le plus douloureux quelque part, c'est que beaucoup de personnes ont pris la décision de quitter le pays à ce moment-là, et ça il faut quand même, notamment à l'espace du judaïsme, il y a 3 familles de salariés de l'espace du judaïsme qui sont partis, entre 2012 et 2015, on va dire, ce qui est quand même pas rien, et puis des forces vives de la communauté, parce que souvent c'était des responsables communautaires, des gens qui prenaient aussi la communauté en main, et du coup c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu
on s'est senti aussi délaissé quelque part, mais c'était des décisions légitimes. Il faut savoir que 2 ans après l'attentat, il y a toute une classe d'orthora, de jeunes filles qui a fait son alias. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, qui ont décidé de partir tous ensemble. Donc c'est Et puis la jeunesse qui effectivement nous manque aujourd'hui, mais c'est une décision légitime, une décision qu'on a compris et voilà. Merci Laurent Taïeb pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. On va écouter un autre témoignage très fort. C'était aussi cette semaine au micro de Sandrine Sebaneva Sandler, l'épouse de Jonathan Sandler, la mère d'Arié et de Gabriel. Elle évoquait son combat pour que ces êtres qui lui ont été arrachés ne soient pas oubliés. On l'écoute. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà du traumatisme que chacun a, chacun doit affronter ses difficultés et pouvoir en parler. Moi, j'en ai toujours parlé et j'ai toujours essayé vraiment pour moi, c'est mon combat, c'est celui de la mémoire, celui du souvenir, celui de me dire je parle d'eux, que les gens en fait vraiment aient plus ou moins une idée de ce qu'ils étaient, que les noms restent gravés, qu'on sache que c'était des innocents, que c'était des gens qui étaient bien et que finalement peut-être qu'en sachant que en les connaissant, on peut se rendre compte de ce qu'on a perdu. C'est mon combat, c'est le travail de mémoire, de parler d'eux et vraiment que personne n'oublie. Voilà. Aujourd'hui, au quotidien, je crois l'avoir lu, Eva, et puis on se parle souvent hors antenne. Il y a votre petite fille, Liora. Il y a eu 2 autres enfants qui sont arrivés après. Liora, je crois qu'au début, évidemment, elle cherchait partout son papa et ses 2 grands frères. Aujourd'hui, quel regard elle a, Liora, là-dessus et comment elle va ? Alors Liora, elle va bien grâce à Dieu. Voilà, c'est vrai qu'en effet, je me suis remariée, j'ai redonné la vie. J'ai pas fermé un livre pour en ouvrir un nouveau. Non, j'ai continué le livre de la vie. J'ai d'ailleurs nommé mon fils qui s'appelle Avishai Raphaël au nom de Jonathan, parce que Jonathan s'appelait Jonathan Raphaël. Son nom hébraïque de Jonathan, c'est Raphaël. Et j'ai donc nommé mon fils Avishai Raphaël, donc au nom de Jonathan. Ça c'est pour ce qui est, j'ai une petite fille également. Et Liora va bien, elle se porte bien. Alors, comment elle prend les choses ? Alors, je pense que elle a intégré la chose, elle est consciente de chaque chose. Est-ce qu'elle réalise ? Je pense qu'elle a certes 11 ans, elle avait 1 an et demi quand ça s'est passé. Je pense que concrètement, son esprit, on va dire sain, parce qu'à 11 ans, on a quand même un esprit sain, d'autant que la violence, chez nous, est proscrite. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Tout ça, ça reste de l'irréel. Voilà. Donc, je pense qu'elle ne peut pas prendre conscience de la gravité de la chose, même si, c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. Elle me fait parler d'eux. Enfin non, je parle souvent d'eux. Ils racontent tout. Je tout, regarde des photos, etc. Ça, oui, sans problème. Elle les regarde. Elle raconte elle-même des histoires que je lui ai racontées sur son père ou sur ses frères. Mais est-ce qu'elle réalise vraiment ? Je ne pense pas. Je pense pas qu'elle puisse prendre conscience. C'est dur à réaliser. Évidemment. Parfois, moi-même, je me demande est-ce que je réalise vraiment ce qui me tombe sur la tête. C'est impossible. Donc, je pense que même pour elle, c'est difficile. Pourtant, je l'associe. Elle connaît très bien ce que c'est que le Beth Sandler. Cette année, on a fait la commémoration de la Sarcelles comme chaque année. Il y a une stèle. Et chaque année, c'était un autre de mes neveux et nièces qui lisait. Et là, cette fois-ci, c'est elle qui a lu la stèle. Donc j'essaye de la faire vivre. Enfin, non, je sais pas. Je la fais vivre avec. Voilà donc pour ce témoignage d'Eva Sandler au micro de Sandrine Seban. C'était cette semaine. On va retourner à Toulouse pour retrouver Laurence Goldman. La cérémonie intime à laquelle vous avez assisté avec Églantine Delalleux vient de se terminer avec des mots très forts de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre.
Oui, Manuel Valls, on le sait, qui accompagne le Rav Monsonego et plus largement toute l'école Oratora depuis maintenant 10 ans. Il les a connus lors de la toute première cérémonie, c'était en 2012, quelques jours à peine après cette tragédie dans l'enceinte de l'école où, rappelons-le, 3 enfants juifs, Myriam, 8 ans, Gabriel, 3 ans, Arié, 6 ans, et leur papa, Jonathan Sandler, qui avait 13 ans, ont été assassinés à bout portant par le terroriste. Depuis ce jour, Manuel Valls accompagne l'école, accompagne les familles, entoure le Rav Monsonego, le directeur, et son épouse Yafa, qui ont perdu leur petite fille dans cet attentat. Donc c'est Manuel Valls qui a pris la parole en dernier au cours de cette cérémonie intime à laquelle participent quelques 200 personnes, des anciens élèves et leurs parents, des élèves d'aujourd'hui accompagnés également de leur famille. Et je voudrais reprendre les mots de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui a parlé d'une voix forte et empreinte d'émotion, ce qu'a apporté le judaïsme à notre histoire, a-t-il dit, est si précieux que quand j'entends mes compatriotes juifs dire « nous partons », j'ai honte, je vous demande pardon. C'est notre rôle en tant que responsable politique, a dit Manuel Valls, de vous protéger, vous, mes frères et sœurs, car la haine des Juifs, c'est aussi la haine de la France. Le combat n'est pas terminé, ajoute Manuel Valls. Le mal est toujours là. Ce que vous exprimez, monsieur et madame Monsonego, la famille Sandler, mais également les jeunes ici présents, c'est la force de l'amour et de la condition humaine. Ne jamais renoncer. Vous avez foi dans l'humanité. Vous êtes la terre de ce pays. Vous êtes en osmose avec la France, a dit Manuel Valls. Je serai toujours là avec vous. C'est le combat de ma vie. Soyez fiers de votre foi, soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers d'être français, juifs et républicains, des mots d'une grande dignité et une grande solennité, également prononcée il y a quelques instants par Manuel Valls dans l'enceinte de cette école Oratora marquée à jamais par cette tragédie du 29 mars 2012. La cérémonie est actuellement en train de s'achever. Les participants écoutent actuellement le El Malé Rachamim entonné par le rabbin Matouzov. Il y aura ensuite un déjeuner privé ici et puis ensuite les anciens élèves, leurs familles partiront pour la Halle au Grain où se tiendra cet après-midi la cérémonie officielle en présence du président de la République française Emmanuel Macron, de son homologue israélien Yitzhak Herzog et puis toute une série de personnalités politiques de la région mais également nationales, on l'a dit, des anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, des anciens premiers ministres également, Manuel Valls, mais également Bernard Cazeneuve. Merci Laurence Goldman, reportage complet à suivre demain évidemment dans la matinale info RCJ. Merci, vous êtes donc avec Églantine Delalleux à Toulouse. Merci pour ces directs. On va conclure dans un tout petit instant, donc cette édition spéciale consacrée aux commémorations des 10 ans des attentats de Toulouse et de Montauban. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. Bonjour, c'est Laurence Goldman. Je vous donne rendez-vous tous les mardis de 11h à midi pour Essentiel, votre magazine culturel sur RCJ. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au legs m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon legs sera affecté selon mes dernières volontés. Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Attias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
Victor Vince, directeur général du MDA France. Le Magen David Adom dédie son appel de Pourim aux réfugiés ukrainiens. En Israël, nous préparons leur accueil, logement, nourriture et supervision médicale. En Ukraine, nous montons un hôpital de campagne. Nos volontaires sont mobilisés par milliers dans le cadre de cette mission humanitaire inédite. Face à cette situation d'urgence extrême, nous avons besoin de vous. Don en ligne mda-france.org. Don par chèque MDA France, 40 rue de Liège, 75 008 Paris. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Proust, un roman juif. À l'occasion de la parution du nouveau numéro de l'Arche, mercredi 6 avril à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Une rencontre exceptionnelle avec Antoine Compagnon, Jérôme Bastianelli, Evelyne Bloch-Dano, Nathalie Mauriac-Dier, Perrine Simon-Naoum, Josiane Savigno et Paul-Henriette Lévy. Proust, un roman juif, mercredi 6 avril à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Entrée libre, réservation sur culture-juive.fr. Attentat de Toulouse et Montauban, 10 ans après. Semaine spéciale sur RCJ. Suite et fin de cette édition spéciale consacrée aux attentats de Toulouse et de Montauban. On va retrouver le directeur général du Fonds social juif unifié, Richard Audier. Bonjour. Oui, bonjour Rudy. Alors, le Fonds social et son président sont évidemment à Toulouse. En quoi ce moment de recueillement que vous venez de vivre dans cette école avec donc les 200 personnes intimes a été fort et à quel point ce souvenir est primordial aujourd'hui ? Là, j'ai du mal à m'en remettre parce qu'on a clôturé cette cérémonie de famille en fait en intimité avec le El Moleh Chachamim du Rav Matuzov qui dirige l'autre école juive de Toulouse, le primaire et la crèche. Et c'est un moment très dur. On est tous un peu, on a une émotion qui est en même temps, comme l'a dit Manuel Valls juste avant le El Moleh Chachamim, on est entre les pleurs et la rage. Et c'est le sentiment qu'il y a ici. On n'a pas envie de participer dans une cérémonie qui soit publique, qui soit forte, parce que les gens se connaissent, on se regarde, on pleure et des moments très compliqués parce que c'est une histoire aussi pour le Fonds social, puisque cette école elle est soutenue par le Fonds social, le département éducation. On connaît bien le Rav Monsenego. Il a reçu avec Yafa le prix Tenouji avant l'attentat. Donc c'est des gens avec qui on a une proximité de valeur. Et voilà, on est là aujourd'hui à Toulouse tous ensemble. Une réunion de famille autour de cette douleur. Donc la journée va basculer maintenant dans un second temps avec de nombreux officiels qui cet après-midi seront présents pour rendre hommage aux victimes de Toulouse mais aussi de Montauban. Est-ce que cette partie, cet hommage de la nation est important avec la présence évidemment du président israélien Herzog ? Alors je crois que c'est important pour la France, pour la nation, pour l'Europe aussi dans ces temps de guerre. Et c'est vrai que pour les familles, pour les élèves, pour les professeurs, il y avait la professeure d'anglais qui était là il y a 10 ans, Madame Chapuis, qui parlait au nom des enseignants. Ils se mettent en retrait par rapport à ces cérémonies puisqu'ils ils ont besoin de se parler, de se toucher, de se raconter leur vie. Et donc on passe d'un hommage de la nation normal après ces 10 ans qui viennent après 10 ans d'enterrement de ce problème raciste, antisémite, islamiste sur la France. C'est-à-dire que de 2002 à 2012, les 10 ans d'avant, c'était une forme de négation du crime islamiste. Et là, on est 10 ans après l'attentat ici à Toulouse et à Montauban. Donc les familles, ces 10 ans leur permet à la fois de se reconstruire, de se reparler, de faire un point de leur vie. Et les cérémonies publiques, elles sont très importantes pour le pays, pour qu'on puisse aussi prendre conscience de ce trou de 2 fois 10 ans. 10 ans d'ignorance et 10 ans de terreur avec le Bataclan, avec Nice et bien sûr l'hypercacher. Mais moi, en tant que directeur du Fonds social juif unifié, je peux pas ne pas penser un jour comme ça à Ilan Halimi, à Sébastien Selam, à Sarah Halimi, Mireille Knoll. Voilà, c'est des moments très compliqués pour nous tous. Voilà, on le vit avec le devoir de vigilance et puis en même temps, j'allais dire, une impossibilité de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas su réagir. Alors, même si on a crié, hurlé, pleuré, finalement les morts ont été là et on n'a pas su les protéger.
Merci Richard Audier pour ce témoignage et on sent évidemment votre émotion suite donc à cette cérémonie. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale préparée par la rédaction de RCJ avec Laurence Goldman et Églantine Delalleux sur place à Toulouse. Elles vont suivre évidemment tout au long de la journée cette cérémonie, ces cérémonies, et vous en aurez un reportage demain dans la matinale info. Merci donc à toute l'équipe qui a participé à cette émission, à la réalisatrice Louise Denis. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ.